alors l'abscisse de droite, donc x plus dx plus s de x plus dx, l'abscisse de gauche, moins x, moins s de x. Voilà, donc ça, c'est l'allongement qui est dû à la perturbation. C'est l'allongement du ressort lorsque la perturbation parcourt le ressort. Et si on veut donc sa variation de longueur par rapport à la longueur au ressort, la longueur au repos, excusez-moi, on soustrait L0, moins L0. D'accord. Soustraire L0, ça revient à soustraire, c'est pareil que soustraire dx. Hein. Vous voyez, le L0 ici vaut dx. Voilà, alors j'ai donc les x qui disparaissent et il me reste donc du s de x plus dx moins s de x. Et ensuite, vous avez, vous voyez, le dx moins L0, mais le L0 vaut dx, et donc ça disparaît aussi. Monsieur? Oui. Pourquoi on soustrait le L0? Ça, j'ai pas très bien compris. Parce que c'est la variation de longueur qu'on vous demande par rapport à sa longueur au repos. Vous voyez, donc quand vous faites la différence des deux abscisses, celle de droite et de gauche, vous avez la longueur du ressort en vert, hein, donc lorsque la perturbation est en train de se passer, enfin de passer. Et si vous voulez la variation par rapport à sa longueur au repos, il faut soustraire le L0, donc le petit dx. D'accord? Voilà, hein, donc le longement relatif. Et alors, du coup, j'ai mon delta L. Alors, si je fais un développement limité à l'ordre 1, on peut dire que ce delta L vaut à peu près, hein, puisqu'on est sur des petites perturbations hein, qui modifient peu finalement la longueur du ressort élémentaire, si vous voulez, qui modifie, qui déplace assez peu également les spires par rapport à leur abscisse à l'équilibre. Donc je fais un développement limité au voisinage de x, vous voyez, de s de x plus dx. Ça me donne donc du s de x plus dx, donc dérivée de s par rapport à x moins s de x. Vous voyez, les s de x disparaissent et du coup ma variation relative, le delta L sur le L0, la variation de longueur relative par rapport à la longueur au repos, vous voyez que le L0 c'est dx, donc c'est égal à la dérivée de s par rapport à x au point considéré. D'accord? Donc la variation relative de longueur du ressort vaut la dérivée de la perturbation qui va parcourir le ressort de la vibration. Hein. On va voir que c'est une fonction d'onde, progressive d'ailleurs. Monsieur, oui, je vous écoute. je comprends pas comment, en fait, quand on supprime les SX, enfin, je comprends pas comment S dx se transforme en dx, ds dx. J'ai fait un développement au voisinage de x à l'ordre 1. Vous voyez, si vous avez, quand vous faites un f de a plus h en maths, ça fait f de a plus h dérivé de f par rapport à x prise au point A. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, donc j'ai fait s de x plus le petit dx. Vous voyez, x plus dx multiplié par la dérivée de s par rapport à x. J'ai fait un développement de s de x plus dx à l'ordre 1 au voisinage de x. D'accord? Ok, merci. Donc la variation relative ou la dérivée de s par rapport à x au point d'abscisse x. Alors ensuite, on va appliquer le PFD pour essayer de trouver, donc, de prouver que S vérifie l'équation de D'Alembert. Donc le PFD, somme des forces extérieures, égale à M multiplié par A. Alors, les forces extérieures, quelles sont-elles? Vous voyez, ce sont les forces F1 et F2. Vous voyez, si le ressort est un petit peu étiré par rapport à sa position de départ, par rapport à sa taille de départ, vous avez des forces internes F1', F2' qui ont tendance à ramener le ressort, le bout de ressort vers sa taille initiale, c'est-à-dire vers
le schéma que j'ai là-haut assuré en rouge. Donc du coup, le reste du ressort exerce sur le bout de ressort deux forces, une force à gauche F1, une force à droite F2. Ces deux forces, ce sont les forces extérieures, donc c'est les forces qui vont s'appliquer sur ces points d'application, vous voyez, sur mon système. Donc là, j'ai un point ici M, un point M'. Donc puisque ces forces-là proviennent de l'extérieur du système. Mon système, c'est le petit carré que j'ai assuré, enfin le petit DX que j'ai assuré en rouge, où une fois qu'il est tiré, le DX plus delta L, si vous voulez, que j'ai assuré donc en vert. Donc les forces extérieures qui s'appliquent sur ce système, ce sont les forces F1 et F2. Voilà, donc ici, j'ai la somme des forces extérieures qui vaut F1 plus F2. Et je vais essayer de les calculer et de les projeter ensuite sur l'axe X. Alors, on a, vous voyez, le delta L sur L0. On a vu que la force de tension valait K divisé par delta L et divisé par grand L. Donc, vous voyez, j'ai F2 du coup qui va valoir K fois. Donc, alors, vous voyez la variation de longueur. Si on prend le petit système, nous, ça va être le petit delta L sur L0. Elle vaut la dérivée de la perturbation par rapport à X à l'abscisse considérée. Donc, pour le F2, ça va être en K fois la dérivée de S par rapport à X en X plus dx virgule T, si vous voulez. C'est ça qu'il faut considérer. Et pour la force F1, vous voyez, le point d'application de F1, c'est X. Donc, on va avoir, c'est l'abscisse X, K, donc à nouveau delta L sur L0. Et à ce niveau-là, le delta L sur L0 va être égal à la dérivée de S par rapport à X en X virgule T. Voilà. Et donc, la somme des forces extérieures est projetée, vous voyez, sur l'axe X. Je prends la somme des forces extérieures, je projette, vous voyez, après, si vous voulez, projection sur l'axe X. Donc, ça va être la somme des forces algébriques, puisque tout se fait sur l'axe X. Donc, ça va donner F2 moins F1. Et le F2 moins F1, vous voyez, on va avoir du K. Alors, pour la force F2, donc dérivée de S par rapport à X, en X plus dx virgule T. Et pour la force F1 qu'on vient soustraire, puisqu'elle sera en sens inverse, ça va me donner du dérivé de S par rapport à X, pris au point d'application de la force F1, c'est-à-dire en X, donc X virgule T. Donc c'est des dérivés des rondes, ça veut dire que c'est bon, la fonction S, la perturbation, donc l'onde, si vous voulez, progressive dépend de X et de T, donc la dérivée de S par rapport, c'est la dérivée vous voyez, partielle de S par rapport à X, des ronds. Voilà, alors ensuite, ce que je peux faire ici, c'est ce que je fais d'habitude quand je me retrouve dans cette situation-là. Je vais faire un développement limité de la dérivée de S par rapport à X au voisinage de X. Donc je vais écrire que ça vaut... Je vous écoute. Du coup, ça veut dire que, peut-être qu'on ne l'a pas encore fait, mais ça veut dire que du coup, F1' et F2', on ne les prend pas en compte ici? Mais, quand vous faites le PFD, ce que vous prenez en compte, c'est les forces extérieures au système. Le PFD, c'est M fois. Alors, ici, ce serait le théorème de la résultante cinétique, puisqu'on est sur un système. Vous voyez qu'il y a deux points d'application des forces. On n'est pas sur du point matériel, on est vraiment sur en mécanique du solide, avec un petit système de longueur dx, avec deux forces extérieures, c'est-à-dire les forces qui proviennent du reste du ressort.
la force de gauche, c'est F1, la force de droite, c'est F2. Donc, dans le PFD, on ne tient pas compte des forces internes, vous voyez, de ce qu'il y a à l'intérieur du système. On tient compte des forces extérieures. Mes forces extérieures ici, F2 et F1. Voilà, donc F2 est égal à K fois la dérivée de la perturbation en X plus dx, et F1 K fois la perturbation, la dérivée de la perturbation en X, puisque le point d'application de F1, c'est le point d'abscisse X. D'accord, hein, j'applique simplement le PFD. Voilà, je projette ensuite sur l'axe X. Donc ça me fait F2 moins F1, puisque les forces F2 et F1 sont forcément de sens et de direction contraires. Et voilà, puis je fais un développement limité à l'ordre 1 de la dérivée de S par rapport à X, en X plus dx. Alors ça me donne donc dérivée de S par rapport à X en X à X virgule T plus dx multiplié par la dérivée seconde, si je fais un développement à l'ordre 1, sur dx2 de S de X virgule T, donc à peu près égal, si vous voulez. À peu près égal, et puis ici, la dérivée de S par rapport à X en X virgule T. Voilà. Donc ça disparaît, et il vous reste, vous voyez, du K fois dx et multiplié par la dérivée seconde de S par rapport à X. Voilà, alors donc là j'ai la somme des forces. C'est pareil, je vais projeter, alors on est sur l'accélération du centre de gravité, ici le AG. Alors, le petit m ici, vous voyez comme le bout de ressort à une longueur dx, ce petit m vaut mu multiplié par dx. Mu, masse linéaire du ressort, et puis dx, c'est la longueur du ressort au repos. L'accélération. Donc l'accélération, le A, G, après, toujours pareil, projection sur OX. Donc le AG, alors c'est donc la dérivée seconde, cette fois-ci par rapport au temps, puisque c'est l'accélération de la position. Et la position, c'est la position, si vous voulez, du centre d'inertie du petit dx au départ, plus la perturbation qui se superpose à cette position du centre d'inertie au repos. Donc plus S de x virgule t. Voyez. Et comme l'abscisse du centre de gravité au repos, elle est fixe, l'accélération A, après projection sur l'axe X, elle vaut simplement la dérivée seconde par rapport au temps, faites attention, hein, de la perturbation S à l'abscisse X. Voilà, donc là je peux appliquer le PFD. Donc la masse du système mu dx multiplié par l'accélération du centre de gravité, donc dérivée seconde par rapport au temps de S, égale à la somme des forces, donc égale à K multiplié par dx et multiplié par la dérivée de S, donc par rapport dérivée seconde de S par rapport à X, prise à X virgule T. Et oui, donc là je suis plus très loin de la fin, puisque je peux simplifier par dx et mettre ça sous la forme qu'on connaît bien, donc de l'équation de D'Alembert. Vous voyez donc ici la dérivée de la fonction d'onde
par rapport à la variable d'espace. Et ensuite, moins mu divisé par k multiplié par la dérivée de la fonction d'onde, la dérivée seconde de la fonction d'onde par rapport au temps. Égale donc à 0. Voilà, donc là je suis arrivé à l'équation d'Alembert. Alors pour ça, on a fait pas mal d'approximations, et notamment des approximations, vous voyez, qui étaient liées au fait que la perturbation est de très faible amplitude. Vous voyez, donc il n'y a pas de non-linéarité, et donc on arrive à une équation différentielle linéaire, hein, puisque cette équation, c'est l'équation d'Alembert. Monsieur, Je vous écoute. ça remonte un petit peu plus haut, mais j'ai pas compris votre développement limité, je pense. Alors lequel? Celui. Celui-ci, ici? Alors, je vois pas votre souris. Oui, enfin, en fait, pour passer à la ligne du dessous, oui, voilà. Ouais, voilà. Alors, vous avez une fonction, bon, c'est une dérivée, mais c'est une fonction de x plus dx. C'est-à-dire que c'est comme si en maths, vous aviez f de a plus h. Et quand vous faites votre développement limité au voisinage de a, vous écrivez, si vous le faites à l'ordre 1, f de a plus h multiplié par la dérivée de f prise en a. Vous voyez, si vous faites un développement à l'ordre 1. Avec ça, vous êtes d'accord? Ok, du coup, je comprends mieux pourquoi on multiplie par dx. Le h qui est très petit devant a. Voilà, et ce qui joue le rôle du dx, c'est du h, c'est le dx, et du a, c'est le petit x. Donc ça vous fait dériver de s en x, multiplié par plus dx, multiplié par la dérivée de la dérivée. D'accord? Oui, c'est bon, merci. Alors par identification, avec l'équation d'Alembert, vous voyez, on a bien quelque chose qui est de la forme dérivée seconde de s par rapport à x, moins 1 sur c carré dérivée de s par rapport à x divisé par t2 égale 0. Voilà. Et donc c, dans l'équation de Lambert, c'est la célérité de l'onde. Donc par identification, la célérité de l'onde sur le ressort vaut donc racine de k divisé par nu. Voilà. On fait l'application numérique. Voilà, c'est la question 5, je crois, ou c'était la question 5, l'identification, je ne sais plus. Voilà, on a C, donc égal à racine. Le module élastique valait 3,75 et la masse linéique, ça doit être du coup 0,15, il me semble. 150 grammes, donc 0,15 par mètre. Donc voilà. 150 grammes pour un mètre, c'est ça? Ouais, de masse, 150 grammes pour un mètre, donc 0,15. Et ça vous donne donc une célérité de 5 mètres par seconde. Voilà, si vous voulez un petit peu, je zoome un peu, ici regardez un peu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Oui, j'aurais une question. Ouais, vous avez dit que le nu, du coup, c'était 150 grammes pour 1 mètre. C'était la quoi? C'était la masse linéique, en fait. Masse linéique. Parce que vous avez, on vous dit dans la question 1 que voilà, qu'on considère un ressort de longueur totale 1 mètre et de masse 150 grammes. Donc sa masse par unité de longueur, 150 divisé par 1. Donc, 150, 0,150 divisé par 1. Et donc ça vous fait une masse linéique de 0,15 0,15 kg par mètre. Merci.
Voilà, je vous laisse quelques instants là pour voir si vous avez des questions à me poser. Elle est partie depuis combien de temps, maman? Une heure. Je peux pas l'appeler. C'est bon, allez, on passe à la suite. Oui, je vous écoute. Juste, j'avais une question. Je comprends pas très bien. J'ai bien compris l'accélération, tout ça, mais pourquoi on dit que la masse linéique, enfin, pourquoi on multiplie par la masse linéique? Parce que c'est la masse par unité de longueur, et comme le système il a une longueur au repos de dx, vous voyez, mu c'est la masse linéique, donc la masse totale de votre petit système, vous voyez ce que j'ai assuré en rouge, ça pèse mu fois dx, mu fois L0, donc mu fois dx. D'accord? D'accord, mais et du coup, j'ai pas compris l'égalité avec KD. En fait, mu dx égale KDX. Alors le cas, C'est juste en dessous. oui, alors attendez, k dx, mu dx, alors C'est en bas, c'est la deuxième ligne avec A. celle-ci, cette Non, ligne-là. non, juste en dessous. Ah, attendez. Ah, ok, je crois que j'ai compris. Ok, en fait, oulala. Oui, je viens de comprendre. Vous avez juste mis les deux membres égaux vu que c'est l'équation. Ok, je viens de comprendre. Oui, oui, ça c'est la somme des forces. Ici j'ai la somme des forces pour le PFD. Et ensuite, ici, j'ai l'accélération du centre de gravité. Et l'accélération du centre de gravité, je la multiplie par mu dx, c'est ce que j'ai fait ici, égale à la somme des forces. Donc, vous voyez, le dx se simplifie et on arrive facilement à l'équation de D'Alembert ensuite. Ok, ok, j'ai compris. Voilà. Merci. Voilà un exemple nouveau donc d'établissement de l'équation de D'Alembert. Vous voyez, donc la perturbation, on répond ensuite donc, à l'équation de D'Alembert. On va faire un troisième et dernier exemple, on reviendra plus sur ce genre de choses. Alors, le prochain est un peu plus compliqué parce que c'est donc une onde qui se propage sur la corde, et vous allez voir que l'onde est transversale. Donc là, on a les deux directions, on a la direction de propagation suivant x, et la perturbation, par contre, suivant l'axe Y perpendiculaire donc, à l'axe X. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce que là on est obligé voilà, de tenir compte des vecteurs, hein, puisqu'on ne peut pas que projeter sur l'axe X, il faut aussi projeter sur l'axe Y. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'exercice 4. Une fois qu'on aura fait ça, en fait, on aura fait 3 petits exos où on établit l'équation d'Alembert, un dans le cours avec pour un son qui se propage dans un solide, avec le modèle des oscillateurs masse ressort couplé, l'exo avec le ressort qu'on vient de faire, et puis donc l'exo avec la corde, et ensuite on arrêtera ce genre de choses, on fera autre chose. Voilà, on va dire que c'est les exos, celui avec la corde, c'est un des plus compliqués. Enfin, il faut l'avoir fait, c'est pas qu'il est compliqué, mais il y a pas mal d'approximations. Il faut voir où on fait. Il y a pas mal d'hypothèses qui sont émises. Voilà, donc c'est pas simple, hein. Si on l'a pas fait, on peut pas le deviner. Voilà. Donc c'est donc cet exo qu'on va traiter. Alors. Alors, il y a pas mal de choses à intégrer.
Alors, je vais essayer de lire et de commenter un peu en même temps. Donc, une corde de longueur L homogène, parfaitement élastique, de masse linéique mu, étendue par un moyen adapté. La tension de la corde, a priori, reste constante, égale à T. Au repos, cette corde est confondue avec l'axe horizontal OX. De part et d'autre de cette position d'équilibre, on étudie les petits mouvements transversaux de cette corde. Si vous voulez, on va créer une vibration, une perturbation qui est verticale. Donc on dit transverse, hein, contrairement à ce qu'on avait sur le ressort où c'était une perturbation longitudinale. Donc là, on a une perturbation transverse, on aura une onde également transverse ou transversale. Alors, on étudie les petits mouvements transversaux de cette corde dans le plan X ou Y en admettant qu'un élément de corde au repos, au point M0, va rester à la même abscisse pendant, vous voyez, tout le passage de la perturbation. C'est-à-dire que ce point M0, il peut monter, il peut descendre. On va supposer qu'il reste, son abscisse, son ordonnée va varier, par contre, son abscisse ne varie pas. Donc, l'élongation d'un point M d'abscisse X à la date T, cette fois-ci, on va noter ça, Y de X de T, ce qui est logique, puisque la perturbation ici, elle est transverse. La tangente en M à la corde, on va en avoir besoin pour les forces de tension. Elle fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Cet angle reste petit, si bien que bon, la tangente, vous voyez, c'est la dérivée, donc c'est au point considéré, le dx sur le dx sur dy. Donc c'est petit, donc on peut confondre le dx sur dy qui est la tangente, on peut confondre ça avec le alpha x de t. C'est-à-dire que, vous voyez, cette hypothèse, ça vous donne que le dy, vous voyez, si on prend la dérivée au point M, voilà, donc ça c'est une tangente, c'est la tangente de l'angle alpha, parce que c'est le delta, la dérivée c'est le coefficient directeur de la tangente, donc, et la tangente de l'angle c'est le delta y sur le delta t, donc tangente de alpha t, et on va pouvoir la confondre comme on considère que les angles sont petits, donc en x virgule t. Voilà, donc ça, ce serait un dy aussi en x virgule t. Et ça, on va pouvoir confondre la dérivée de y par rapport à x. Comme la tangente l'angle est petit, on peut confondre la tangente avec l'angle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que ça vaut à peu près alpha x de t, alpha bien sûr en radian. Alors, donc première partie, équation donc d'onde, ce qu'on va essayer de trouver, en tout cas l'équation de propagation de l'onde pour un ébranlement qui se propage le long de la corde. Monsieur, Oui, je vous écoute. là, vous avez approximé que tangente alpha est égale à alpha, c'est ça? Oui, voilà, parce que la tangente alpha, ben, elle vaut la dérivée. Donc, vous voyez, on considère ici la tangente au point M. La tangente au point M, elle va faire un angle alpha, comme la corde se déforme, elle va faire un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et donc, cette tangente, la tangente, vous savez que c'est la dérivée donc, de y, hein, de la fonction y. La fonction y, c'est voilà, la fonction qu'on étudie, puisque c'est la déformation verticale du point M. Donc, c'est la dérivée de y par rapport à x, le coefficient directeur de la tangente. Donc c'est également la tangente de l'angle alpha, c'est-à-dire la tangente que fait cette droite avec l'axe horizontal. Et comme on considère que ces angles-là sont petits, on peut approximer la dérivée de y par rapport à x, à l'abscisse x, par à peu près la valeur de l'angle alpha à l'abscisse x, bien sûr à une date fixée, hein, parce que cet angle est petit. Alors, on aura besoin un peu plus tard de ça, donc c'est quand même important. Alors, Monsieur, oui, je vous écoute. je sais bien qu'on n'en tient pas compte ici, mais c'est quoi juste les phénomènes de réflexion? Ben, vous voyez, vous allez avoir la corde qui est forcément tendue entre deux points,
Et comme l'onde se propage dans un sens, quand elle va arriver au point où vous avez le point d'accroche, l'énergie, à part si elle est absorbée par le mur, mais il y a une partie qui est absorbée, le reste par contre est réfléchi, donc vous avez une onde qui part en sens inverse. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que sur une corde, en fait, s'il n'y a pas trop d'absorption au point où la corde est accrochée, il y a une onde qui est réfléchie, qui va se composer avec l'onde incidente et qui va donner une onde stationnaire, c'est-à-dire une perturbation, mais qui va plus se propager, qui va plus bouger, c'est-à-dire qu'il va y avoir des points fixes sur la corde et des points qui vont beaucoup bouger. C'est le cas de la corde de guitare. Vous voyez, quand vous pincez une corde de guitare, vous avez deux conditions limites aux extrémités de la corde, puisqu'elles sont fixées. L'onde, forcément, elle part dans un sens, elle arrive au bout, donc elle est fixe, elle est réfléchie. Les deux ondes réfléchies incidentes, qui sont des ondes progressives, elles s'additionnent pour donner une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui ne bouge plus. C'est ça qui produit ensuite le son de la guitare, c'est-à-dire la corde va se mettre à vibrer avec des points qui restent fixes, des points qui vibrent beaucoup, c'est ça qui fait vibrer l'air et qui met ensuite un son. Et voilà, et il y a plusieurs, généralement, il n'y a pas qu'une onde stationnaire qui peut, si vous voulez, la corde peut être le siège de plusieurs ondes stationnaires ayant des fréquences discrètes. C'est ça qui fait que lorsque vous tirez la corde d'une guitare, vous avez une certaine fréquence de son, le fondamental, qui vous donne la note, et puis après vous avez tous les harmoniques qui font que le son est joli. Voilà, et ces harmoniques-là, en fait, c'est des multiples de la fréquence du fondamental. Voilà, et c'est ça qui fait que vous avez, en fonction de l'instrument de musique, vous avez un son spécifique. Donc tout ça, c'est des sommes d'ondes stationnaires qui peuvent exister sur une corde. Et l'existence de ces ondes stationnaires, vous voyez, on la met en évidence avec la longueur de la corde et puis la célérité, si vous voulez, de l'onde sur cette corde. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion avec vous. Il n'y a pas ce genre d'exo, je le fais avec d'autres classes. C'est assez intéressant. Alors, voilà, je vous en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure de l'onde stationnaire, donc de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Par contre, c'est vrai que dans ce cours-là, on ne fait pas trop d'exo sur les ondes stationnaires, parce que, voilà, par manque de temps, tout simplement, parce que vous n'avez que 8 séances. Voilà, mais c'est intéressant, si vous avez l'occasion, on va le voir en cours, c'est intéressant d'approfondir un petit peu plus l'onde stationnaire. Vous pouvez le faire, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire de vous-même. C'est des choses, voilà, vous trouvez pas mal de choses sur Internet ou sur la littérature là, qui concerne les classes préparatoires, les deuxièmes années. Voilà. Alors, donc je reviens à mon exo. On vous dit qu'on repère à l'instant T la position du point M par son abscisse curviligne S sur la corde. La force de tension de la corde en M à l'instant T, donc c'est le vecteur T de S, virgule T. On admettra que cette force, la force de tension, s'applique tangentiellement à la corde au point considéré. On considère ensuite à l'instant de date T, on va prendre un petit élément de corde de longueur ds, de masse mu fois ds, qui est compris entre les abscisses x et x plus x. Vous voyez, on fait exactement ce qu'on a fait pour le ressort, c'est-à-dire qu'on s'intéresse simplement à un petit système, vous voyez, de longueur infinitésimale, donc compris ici entre l'abscisse x et l'abscisse x plus dx. Donc l'angle que fait la tangente de la corde avec OX au point M, cet angle-là vaut alpha x virgule t, et puis au point M', donc qui délimite le système, puisque le point M' c'est le point à l'abscisse x plus dx, la tangente fait un autre angle, puisque voilà, la corde subit une perturbation, elle n'est pas horizontale, l'angle n'est pas le même. Alors, la première chose qu'on vous demande de montrer, c'est que comme la longueur de la corde varie très peu lorsqu'elle vibre, parce que les angles restent petits, de montrer qu'en fait, à des termes du second ordre près, en alpha,
la variation d'abscisse curviligne peut être confondue avec le dx pour un petit bout de corde. Vous voyez? Donc si je prends mon système, en fait, je vais avoir voilà, j'ai mon voilà, un petit bout de corde ici. Hop, je vais avoir donc je vais considérer, vous voyez, ma corde ici, et je considère un petit bout de corde. Voilà, entre les abscisses x et x plus dx. Ah, donc mon système, vous voyez, c'est ce bout de corde-là. Ah, là, j'ai x et x plus dx. Donc cette longueur ici, elle vaut dx. Ah, et alors, là, si je considère la tangente, vous voyez ici, j'ai mon point M, le point M'. Donc, l'abscisse curviligne, ce serait une abscisse, vous voyez, sur ce bout de corde qui n'est pas forcément un bout rectiligne. Vous voyez la longueur de ce bout de corde, je vais la noter ds. Voilà, je vais essayer on va voir que le ds vaut à peu près dx parce que l'angle est petit. Et ensuite ici au point M, vous voyez, j'ai une tangente. Voilà, là je dessine la tangente au point M. Je vais la dessiner avec une autre couleur. Voilà. Donc ça, c'est la tangente au point M. Et ici, et cette tangente-là, elle fait un angle avec l'axe horizontal égal à alpha. Un angle là, l'angle horizontal et ici, donc je retrouve mon angle alpha. Pour alpha de x virgule t. Là, alors, si je veux exprimer ds, vous voyez, le ds est à peu près confondu avec l'hypoténuse du petit triangle. Je peux écrire donc le dx, le cosinus de l'angle alpha, enfin, le cosinus de x virgule t, de l'angle alpha x virgule t, vaut ds sur dx. Et le cosinus alpha, vous savez que si alpha est petit, le cosinus alpha vaut 1 moins alpha carré sur 2, plus etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de négliger les termes en alpha carré parce que le alpha est très petit. Donc, vous voyez, le ds sur dx est voisin de 1, et donc on peut confondre la longueur du bout de corde, vous voyez même lorsque le bout de corde est perturbé, la longueur du bout de corde entre M et M', on peut la confondre avec la différence des abscisses des points M et M'. Donc dx égale à peu près, ds à peu près égale à dx. D'accord? Voilà la première chose ici, de montrer. Monsieur, Oui, je vous écoute. c'est pas dx sur ds. dx, Vous oui, avez vous avez raison. raison, oui, vous avez raison, c'est dx sur ds. Voilà, merci. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse du triangle. Voilà, donc dx sur ds, et donc ds égale à peu près dx. Merci. Alors,
Ensuite, on vous demande d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Alors là, ce serait le théorème de la résultante cinétique, toujours pareil, puisqu'on est sur un système, on va définir le système. Un élément de corde de longueur dx, donc compris entre les points M d'abscisse X et le point M' d'abscisse X plus dx. Ensuite, de projeter, c'est véritablement une relation vectorielle qu'on va avoir ici, puisque les forces de tension vont varier en fonction si vous voulez, de la déformation de la corde. Et donc, on va projeter ensuite ce PFD. En fait, c'est pas tout à fait le PFD, hein, c'est le théorème de la résultante cinétique, puisqu'on va être sur un système matériel hein, et pas sur un point matériel, un peu comme dans l'exercice 3. On va projeter suivant l'axe OX, on va projeter suivant l'axe OY, et on va trouver deux relations intéressantes. Alors, on commence par définir le système, un peu comme on a fait tout à l'heure pour l'élément dx du ressort. Donc là, ça va être un élément de longueur dx de la corde. Là, donc là, y et x, puis le bout de corde. Là, alors mon bout de corde ici, ça va correspondre au point M. Le point M ici. Le point M'. Là, donc ces points-là sont compris entre les abscisses ici x et x plus dx. Voilà. Voilà. Alors, donc je vais avoir deux forces. Mon système est là, c'est ce bout de corde. Vous voyez, donc voilà, entre M et M'. Ce que j'ai mis en pointillé à gauche et à droite, c'est le reste de la corde. Alors vous voyez, comme la corde est tendue, vous allez avoir une force de tension qui vient de l'extérieur. Ici, alors une force, voilà, on vous dit qu'elle est tangente à la corde. Voilà, donc vous avez cette force-là ici, et vous avez également une force ici, tangente au point M. Alors j'ai exagéré volontairement les angles, pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, alors on peut la prolonger ici. Voilà, ici, je prolonge également. Voilà, donc là, j'ai ma force. Alors cette force-là, ça va être une force à droite. Vous voyez que le point d'application de cette force, c'est le point M', c'est une force qui provient, c'est la force de tension qui provient du reste de la corde. Mon système, il est placé entre x et x plus dx. Et là, le point d'application de cette force-là, ici, vous en avez une autre au point M. Alors, celle-ci, donc vous voyez, c'est une force qui s'exerce vers la droite. Je vais l'appeler T indice D en x plus dx, si on voulait être rigoureux, virgule t. Et ici, j'ai une autre force qui provient du reste de la corde. Et celle-ci, je l'appelle tg, puisque c'est une force qui va vers la gauche.
de X, cette fois-ci, elle s'applique au point M. Le point M est ici. Voilà. Alors, ces forces-là, vous voyez, donc, elles sont, leur direction est donnée par la tangente respectivement au point M et M'. Et donc, leur direction fait un angle avec l'horizontale. Cet angle-là, c'est l'angle alpha. Voilà, c'est ce qu'on vous dit sur le petit schéma. Cette force-là s'applique tangentiellement à la corde. Donc, voilà, ici, ma direction horizontale. Et là, j'ai également la direction horizontale en partant du point M'. Voilà, donc cet angle-là, alors, juste, ouais, je vous écoute, là j'ai l'angle alpha. Attendez, juste, je vous mets des angles, alpha x ici, et avec la tangente au point M', j'ai un angle ici, alpha x plus dx. On est, voilà, là, c'est une photo de l'état de la corde à un instant t donné. Voilà. Je vous écoute si vous avez une question. Ouais, merci. Donc, en fait, j'avais une question sur la corde. En fait, là, on a représenté uniquement un quart. Non, un tout petit bout de corde. Vous voyez, j'ai représenté ici un bout de corde de longueur infinitésimale, de longueur dx. Mais imaginons, on avait représenté une corde plus longue, donc la parabole, enfin, on aurait eu une parabole, en gros. Non, non, vous n'avez pas forcément une parabole. Ça signifie, vous voyez, tous les points vont être perturbés. Les perturbations sont de très faible amplitude, c'est-à-dire que le Y est très faible. Et les angles, vous voyez, donc là, voilà, j'ai volontairement, on est sur un bout infinitésimal de corde, en fait. Et donc, j'ai mis, voilà, j'ai tout exagéré pour qu'on puisse voir les angles. Mais il faut voir que, par exemple, sur des longueurs de corde, une corde de guitare, si vous prenez une corde de guitare sur des longueurs qui font plusieurs dizaines de centimètres, vous allez avoir des oscillations qui font quelques millimètres transversalement. Si vous voulez, le Y va varier de quelques millimètres. Voilà, donc les angles sont extrêmement petits et tous les points ne sont pas perturbés de la même manière. Vous voyez, si vous êtes sur une corde de guitare, vous avez peut-être les points M' qui sont, voilà, à un moment donné, si on fait une photo à un instant T, vous voyez, qui sont un petit peu perturbés, et puis les points qui suivent sont perturbés d'une autre manière. Vous voyez, donc voilà, on peut dire que la corde, elle va vibrer. Vous voyez, c'est une superposition de plusieurs ondes, en tout cas. Donc il y a comme ça, on peut définir un instant T. Si on fait une photographie, on va voir que les points sont perturbés un petit peu différemment. Et là, on prend deux points qui sont infiniment proches. Vous voyez, je suis M' sont simplement séparés d'une longueur dx. Vous voyez, donc voilà. Et puis on note alpha x ou alpha x plus dx, l'angle de la tangente, c'est-à-dire de la direction de la force avec l'horizontale. Ok, mais parce que ce qui me dérangeait, c'était si on avait une force, enfin une tension qui était dans un autre sens, donc si on prend TD vers le bas, par exemple, ça nous Non, aurait alors, peut-être regardez, quand vous faites le PFD, ce qu'il faut bien voir, que vous fassiez le PFD en mécanique du point, que vous fassiez le PFD sur un système, quand vous dites la somme des forces, c'est la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Le système ici, vous voyez, votre système, c'est ça. Entre M et M', oui. Voilà, c'est ça. Votre système, vous l'avez là. C'est tout ce qui est à l'intérieur du rectangle bleu. Donc, vous voyez, sur ce bout de corde entre M et M', vous avez le reste de la corde, sinon ça veut dire que ça casse, qui exerce deux forces. Une force avec un point d'application à M', une force avec un point d'application en M. Vous voyez, parce qu'on est sur un petit système, on n'est pas, quand on fait un PFD dans ces exercices-là, que ce soit l'exercice 3 ou cet exercice, on est en mécanique des solides, on n'est pas en mécanique du point. D'accord? Donc il y a plusieurs points d'application. Les points d'application des forces qui viennent de l'extérieur, c'est le point M et le point M'. Bien sûr, il y a une force de tension également qui est interne à dx, qui va être en sens inverse de TD, et une autre qui va être en sens inverse de TG, si vous voulez.
Voilà, ça, ce seraient les forces internes. Ce n'est pas ces forces-là qui interviennent dans le PFD. D'accord? Dans le PFD, ce sont les forces extérieures. Donc, les forces qu'exerce le reste de la corde sur le petit bout des X. Donc, sans ces forces de tension-là, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de cohésion de la corde, que la corde, elle est coupée quelque part. Ok, d'accord. Merci. Voilà, donc j'applique le PFD. Alors, il faudrait dire, si on voulait être rigoureux, le théorème de la résultante cinétique. Voilà, alors je l'applique sur le bout de longueur des X. Alors, la masse de ce bout-là, c'est pareil que tout à l'heure. On vous donne la masse linéique de la corde. Masse linéique, ça veut dire masse par unité de longueur, kilo par mètre moins 1. Je multiplie par dx et j'ai la masse du système, mu dx. Ensuite, alors, vous voyez, on va considérer, comme on a fait un petit peu tout à l'heure, le centre de gravité, si vous voulez, de votre petit système que j'ai encadré en bleu. C'est un système infinitésimal, de longueur infiniment petite, et son centre de gravité, vous voyez, alors, on a dit que lorsque la perturbation bouge, l'abscisse ne bouge pas. D'accord? Donc, on va regarder la perturbation qui est suivant Y. Votre perturbation ici, votre onde, ça va être un Y de X virgule T. Donc ça c'est la vibration, et donc c'est ça l'onde progressive. La fonction d'onde progressive, c'est le Y virgule XT, donc c'est un déplacement qui est vertical par rapport à la direction de propagation. Et donc c'est ça la fonction de l'onde progressive. Voilà. Alors ici, on va se placer, on va prendre je vais prendre le centre de gravité, l'ordonnée du centre de gravité. Vous voyez le centre de... On va regarder l'accélération du centre de gravité. Donc le centre de gravité, il va s'écrire, vous voyez, on va avoir une abscisse YG, en fait, qui serait, si la corde, si vous voulez, si la corde est au repos, le centre de gravité serait confondu avec, enfin, la corde est confondue avec l'axe X, et donc le YG au repos vaut 0, hein, puisque la corde est à l'horizontale. Voilà. Et donc, lorsque il y a une perturbation sur ce centre de gravité, vous voyez, la perturbation du centre de gravité, c'est le Y de X de T. On va confondre le centre de gravité avec X. Entre X et X plus dx, il n'y a pas une différence énorme. Donc, votre centre de gravité, vous voyez, ça va être le YG plus le YX de T. Le YG, c'est son ordonnée au repos. L'ordonnée au repos vaut 0. Donc, je dérive 2 fois le Y, c'est-à-dire la perturbation qui arrive sur le centre de gravité de mon système par rapport au temps, pour avoir son accélération. Donc, multiplié par dy sur dt2. C'est un vecteur, donc le vecteur qui porte donc l'accélération transverse, hein, c'est le vecteur EY, Y, donc ça c'est le vecteur unitaire, le petit Y c'est le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées. Voilà. Égal à la somme des forces, donc on a la force à gauche, Tg de X virgule T, et puis, j'ai la force à droite, TD, de X plus dx virgule T. Donc, c'est, vous voyez, une relation vectorielle. Alors, juste pour des questions de commodité, je vais poser un TD de X, virgule T, égale à moins TG, un vecteur TD de X, égale à moins TG de X virgule T. C'est-à-dire que cette force-là, en fait, c'est simplement... je fais un changement de direction, mais je vais la compter moins ensuite dans mon PFD, si vous voulez. C'est simplement pour avoir les deux forces qui sont orientées, les deux vers la droite. Alors, je vais la redessiner. Alors, j'aurais dû... voilà, je vais la mettre ici. Donc, c'est la même. Voilà, je la dessine là. C'est la même, mais en sens inverse. Voilà, je l'ai ici.
Alors, je l'ai ici et je l'appelle TD. Ça, c'est TD de x virgule t. Voilà, donc du coup, ça me permet d'écrire que le mu dx, donc dérivée seconde de y par rapport au temps, fois u y, égale à moins td du coup, hein, parce que moins td est égal à tg, donc là voilà, je réécris la même chose, virgule t plus td de x plus dx virgule t. Donc du coup, je me retrouve, vous voyez, avec une fonction vectorielle identique des deux côtés, de la variable x et de la variable t. Donc nous, on travaille à un instant t donné, on a fait une photographie du système. Vous voyez, à l'abscisse x, ben, la tension a une certaine direction, le sens, donc c'est le même que M', et par contre, un module, une direction qui n'est pas la même. Et en x plus dx, on a un autre module a priori pour le vecteur et une direction qui n'est pas forcément la même. Voilà. Mais ça me permet de décrire finalement les deux forces avec la même fonction d'onde vectorielle. Voilà. Et ça, ce système-là, on va le projeter sur x et sur y. Voilà. Alors, la première projection, donc je projette mon PFD. Là j'ai vraiment les deux directions, alors que tout à l'heure, ce qui complique un peu ici, c'est que voilà, on a considéré la direction suivant y et suivant x, les projections suivant y et suivant x du PFD. Tout à l'heure, on avait juste une perturbation qui était longitudinale, dans le même sens que le sens de progression de l'onde. Donc c'était un petit peu plus simple. Donc là, projection du PFD sur l'axe x. Donc si je projette, alors ça donne quoi le premier terme si je projette sur l'axe x? Le terme, vous voyez, avec la dérivée seconde par rapport au temps, comme j'ai un uy, ça me fait quoi? 0. 0. Voilà, égal, alors je me retrouve, alors qu'est-ce qu'il lui arrive au t indice d? Je le projette. Alors, vous voyez ce que je peux faire ici, juste avant, c'est, là, j'ai le t indice d, force à droite, comme c'est la même fonction vectorielle, pour des questions de commodité, hein, je peux écrire ça sans indice, hein, je peux faire ça tout simplement sans indice, ça me permet de ne pas me traîner l'indice d, hein, plus dx virgule t. Voilà, si je projette ça, donc il me reste les deux forces à projeter, moins tx moins t de x virgule t, et t de x plus dx virgule t. Si je les projette sur l'axe horizontal, qu'est-ce que ça donne? Ben, tout simplement, si vous projetez, vous avez l'angle alpha d'un côté, l'angle alpha x plus dx de l'autre, vous projetez, vous multipliez par cosinus. Voilà, le module par le cosinus. Donc là, vous allez avoir le moins tx virgule t, donc la norme de la force t. Mince, je vais faire une flèche dessus. Voilà, fois le cosinus, alors ce serait, si on veut être rigoureux, un alpha x virgule t. Voilà, et là-bas, le t plus t de x plus dx virgule t multiplié par le cos de alpha x plus dx virgule t. Et tout ça, ça vaut 0. D'accord, ça vaut 0. Alors, il ne faut pas oublier que les angles, ce sont des petits angles. Donc, on peut faire l'approximation que cos alpha x virgule t est à peu près égal à cos alpha x plus dx virgule t est à peu près égal à 1, parce que les angles, malgré tout,
les perturbations sont de très faible amplitude, les angles restent petits, il y a des tangentes au point considéré, restent petits. Donc, ce qui vous donne que, en fait, cette première équation, elle vous dit que le moins Tx virgule T, c'est-à-dire le module de la force qui s'exerce sur le système à l'abscisse X, plus le module de X à l'abscisse X plus dx, est égal à 0. Ça signifie que les modules des deux forces sont à peu près identiques. Alors, on peut écrire que T de x virgule t à peu près égal à T de x plus dx virgule t à peu près donc égal à t égal à constante. Voilà. Donc ils sont à peu près égaux, donc ils sont égaux à une constante. Ça signifie que le module de la force à gauche et à droite de mon système, le module est constant. Voilà. Alors ensuite, je fais ma projection du PFD projection sur l'axe Y. Alors, si je projette sur OY, là, je fais du U indice Y, le vecteur unitaire fois le vecteur unitaire, ça me donne donc du mu dx, d de Y sur dt2. Et de l'autre côté, du coup, je me retrouve, alors je sais que maintenant le module de la force est constant, donc le module vaut t, on se retrouve avec du moins t sin alpha, je projette sur l'axe vertical, donc je multiplie par le sinus, sin alpha x virgule t plus t fois sin alpha x plus dx virgule t. Voilà ce que j'obtiens par projection, voilà, suivant l'axe Y. Juste, monsieur, pour le dernier résultat sur OX, on dit que c'est constant parce que la tension est identique sur toute abscisse. Non, parce qu'on vient de montrer, oui, en fait, que le T, comme on a pu approximer le cos aussi bien alpha x que le cos alpha x plus dx par 1, parce que y a des tout petits angles au cours de la tension. Ouais. L'amplitude de la déformation est très faible par rapport à la longueur. Et donc, on arrive à finalement moins tx virgule t. Plus t de x plus dx égale à t, et donc on a le t à l'abscisse x qui est égal au t à l'abscisse x plus dx. On aurait pu montrer ça pour les points qui suivent également. Et donc en fait la tension le module de la tension est constante, quel que soit l'endroit où on se passe sur la corde. Ouais, le module est constant. Voilà ce qu'on a montré avec la projection sur l'axe x. Bien sûr, dans les hypothèses, il y en a de nombreuses de notre problème. Mais là, avec le sinus, du coup, on va pouvoir faire la même chose. Enfin, on peut l'approximer voilà, à 0, j'imagine. Mais là, le sinus, on l'approxime par quoi, du coup? À 0? Mais non, si on l'approxime par 0, il ne vous reste plus rien. Après, là, c'est fini. Votre fonction, voilà, elle vaut la dérivée de y par rapport au temps, elle vaut 0. Non, on l'approxime par quoi, le sinus, quand l'angle est petit? Alpha. Par alpha, voilà. Hein. Donc, le cosinus, vous voyez, C1, si on néglige l'ordre 2, puisque c'est 1 moins alpha au carré sur 2 à l'ordre 2, pour les angles petits. Donc, si on néglige les ordres 2, ça fait à peu près 1. Le sinus, par contre, ou la tangente, vaut à peu près alpha. Donc, effectivement, on se retrouve ici avec du mu dx, donc dérivée de y par rapport au temps, égale à moins t, à peu près égal, on va mettre. Donc à peu près égal à moins t alpha x de t, et ensuite plus t alpha x plus dx virgule t.
Voilà. Alors, là, on refait pareil. Si vous voulez, on a le alpha x plus dx. On va refaire un développement limité à l'ordre 1. Vous voyez, quand on se retrouve dans cette situation-là. Donc, je vais avoir, là, j'ai du mu dx. Donc, la dérivée seconde de y par rapport au temps. Égal, alors, je peux mettre le t en facteur donc de moins alpha x de t. Et ensuite, pour le alpha x plus dx, je fais un développement limité au voisinage de x, puisque le dx est très petit devant le x. Donc ça me fait du alpha x virgule t plus 1 dx multiplié par la dérivée de alpha par rapport à x. Du coup, hein, j'ai fait un développement à l'ordre 1. Donc ça, je peux éliminer. Et vous voyez qu'il me reste, je peux aussi éliminer ensuite le dx, et il me reste du mu dérivée de y par rapport à la dérivée seconde par rapport au temps, égale à t. Voilà, d de alpha, là par rapport à la variable d'espace, x de t. Voilà. Alors, vous voyez que là, j'y suis pas tout à fait, parce que j'ai d'un côté la dérivée de la perturbation, la fonction d'onde, c'est le y qui m'intéresse. Par contre, de l'autre côté, j'ai l'angle que fait la tangente au point 1 par rapport à l'axe horizontal. Et ça m'intéresse pas. Alors, je vais remplacer le alpha par la tangente. Et on a vu au tout début, dans les hypothèses qui étaient mentionnées dans les exercices, que la dérivée de la fonction par rapport à x, donc ça vaut la tangente de alpha x de t, de l'angle, un coefficient directeur de la tangente, donc la tangente de l'angle alpha. Et comme l'angle est petit, pareil que pour le sinus, on peut approximer la tangente x par x. Donc c'est à peu près égal à alpha x virgule t. Voilà. Et donc la dérivée du coup de alpha x de t par rapport à x vaut la dérivée seconde de y par rapport à x. Voilà, et donc, voilà, si je prends ça et ça me donne, alors, mu fois la dérivée seconde de y par rapport au temps égale à t fois la dérivée seconde de y par rapport à la variable x. Et là, on retrouve la forme de l'équation de D'Alembert. Donc d'un côté, une dérivée seconde par rapport à la variable d'espace, et puis de l'autre, une dérivée par rapport au temps. Donc je remets sous ma forme, voilà, où je fais apparaître le 1 sur c carré. Donc dy, dérivée seconde par rapport à x, moins mu divisé par t, fois la dérivée de y par rapport au temps égale à 0. Voilà. Et par identification, hein, toujours pareil, on identifie avec, donc là c'est l'équation d'Alembert. Donc ça signifie que la perturbation transversale est solution de l'équation d'Alembert, donc c'est une onde progressive qui va se propager à une célérité c qu'on va déterminer. Alors, donc en identifiant avec cette équation-là, moins 1 sur c carré dy sur dt2, donc on a c carré égale à t sur nu, et donc c'est la célérité de l'onde qui est égale à t divisé par nu. Voilà.
Voilà. Donc, un dernier exo, vous voyez, on vous demande de retrouver l'équation de Lambert avec beaucoup d'hypothèses de départ, hein. Donc, c'est ça qui est un petit peu dur à maîtriser. Après, vous voyez, bon, si on regarde un petit peu le déroulement, c'est pas si compliqué, mais c'est toutes les hypothèses qui sont faites pour que ça puisse vérifier l'équation de Lambert. Donc, c'est lié, tout est lié à des tout petits mouvements de manière à ce qu'on reste sur des équations linéaires et qu'on puisse retrouver l'équation différentielle de Lambert, qui est une équation différentielle aux dérivées partielles, mais linéaire, hein. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de faire? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Voilà, grosso modo, c'est l'exo un peu le plus compliqué qu'on fait dans ce cours. Après les autres, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de difficultés pour le reste du cours. Juste, monsieur, est-ce que c'est toujours normal qu'à chaque fois, on ait la célérité qui va de la racine d'une grandeur sur... Oui, parce que dans l'équation d'Alembert, vous voyez, le terme, on l'avait déjà vu au tout début du cours, le coefficient que vous avez devant la dérivée, alors l'équation d'Alembert, vous voyez, vous avez le Laplacien scalaire ou vectoriel de la fonction d'onde. Ici, c'est un Laplacien scalaire, puisque la fonction d'onde, elle est scalaire, c'est le y de x virgule t. Donc on a toujours ce Laplacien là, moins ensuite quelque chose qui est proportionnel à l'inverse de la célérité. Le coefficient qu'on a devant dans l'équation de Lambert, qui est devant la dérivée seconde par rapport au temps de la fonction d'onde, c'est donc l'inverse de la célérité de l'onde. Donc c'est homogène effectivement à du 1 sur c carré. Non, mais la valeur de c, je voulais dire, c'est toujours, enfin, dans les 3 exemples qu'on a vus, il y avait toujours une racine de... Parce qu'on a le 1 sur c carré, on l'identifie à quelque chose. Vous voyez, on va voir que c'est homogène. On va voir que c'est homogène vous voyez que forcément, si ici, l'onde se propage suivant les x. Vous voyez, ici, vous avez du x carré. Pour le Laplacien, vous avez du x carré. Pour la dérivée seconde à droite, vous avez la dérivée seconde par rapport au temps. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes d'homogénéité, à gauche, vous avez des mètres carrés et à droite, des secondes au carré. Donc, si on fait des secondes au carré, on multiplie par une vitesse au carré, donc par des mètres carrés seconde moins 2, on réobtient bien des mètres carrés comme on a à gauche avec le Laplacien. Donc vous voyez que c'est homogène, c'est normal d'obtenir, vous voyez, du 1 sur C2. Et ensuite, on vous demande même, ici, on va vous demander de vérifier l'homogénéité de C par rapport à T et à nu. C'est la question suivante. On vous dit donc vérifier que C est bien homogène à des mètres par seconde. Vous voyez, alors regardez, on fait C, c'est donc on a dit racine de T sur nu. Et si on fait une équation aux dimensions, donc T c'est une masse multipliée par une accélération, donc multipliée par une longueur multiplié par un temps puissance moins 2, mètre seconde moins 2. Et ensuite, on divise par une masse linéique, donc m, la masse, et la longueur linéique, donc longueur puissance moins 1, et le tout à la puissance 1 demi. Voilà, et ça vous donne, alors vous voyez que les masses se simplifient. Par contre, le L-1 monte au numérateur, donc ça vous fait du L carré, vous voyez, T moins 2 à la puissance 1 demi, ça vous fait bien une longueur multipliée par un temps moins 1, et donc on a bien des mètres secondes moins 1. Donc on a bien quelque chose qui est homogène à une vitesse, et ce quelque chose-là, on appelle ça la célérité de l'onde. C'est la question petit d. Donc c'est la célérité de l'onde. Voilà, et puis après vous avez une petite application numérique. Alors, voilà pour la première
application numérique. Voilà. Vous avez une cordelette en nylon de 1 gramme par mètre qui est tendue avec une masse de 100 grammes. Alors, vous dites pour l'expérience de Meld, on verra ce que c'est. C'est une expérience qu'on peut faire en TP qui permet de montrer le phénomène de résonance sur une corde, bon, en condition d'avoir un générateur mécanique et puis de faire vibrer la corde à des fréquences qui sont fondamentales, et puis ces harmoniques, on peut avoir des phénomènes de résonance. Alors, donc racine de T sur nu. T est égal au poids de la masse qui permet de tendre la corde. Alors la masse vaut 0,1 kg fois 10 mètres par seconde. Le poids vaut 1 newton. Donc T vaut 1 newton. Et ensuite, la masse linéique, 1 gramme par mètre, en unité ici, 10-3 kg par mètre. Et ça vous donne, si vous faites le calcul, racine de 1000, donc dans les 31 ou quelque chose comme ça. Je vais faire l'application numérique quelque part. 31,6 à peu près. 31,6 mètres seconde moins 1. Voilà. Et la deuxième application numérique. Là, c'est une corde de piano en acier. Là, on voit vraiment c'est une corde à l'intérieur d'un piano. Donc, c'est une corde de 20 mm, de 2 mm de diamètre, du coup. De masse volumique 7200 kg par mètre cube. Elle est tendue, vous voyez, avec une tension de 3000 newtons. 3000 newtons, c'est 300 kg, hein, c'est une tension assez élevée. Et alors ici, donc, je fais mon application numérique, il me faut la masse linéique. Donc j'ai la masse volumique, je vais multiplier par la section, et la section pi R2 pi R au carré. Donc pi fois, le rayon vaut 10-3 au carré, 10-6. Attends, je vais l'écrire en numérique directement. Donc 7000, 7, 2, 10, 3, multiplié par pi R2, donc fois pi 10 moins 6. Ah, on fait le calcul. Alors, et ça donne du racine. Alors, on a dit la tension 3000 newtons et divisé par, alors 7,2, 10 moins 3 du coup, et multiplié par pi. Voilà, si on fait le calcul, ça vaut à peu près 364 mètres seconde moins 1. Voilà, donc là, ça va vite sur la corde à piano. Voilà, voilà. Voilà, ça termine cet exo. Donc voilà, au niveau du TD, je ne voulais pas en faire plus. On va faire un petit peu de cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Voilà. On va changer du coup de support. On va passer sur le cours, hein, donc sur le PowerPoint. Il n'y a pas de questions sur le TD? Voilà, donc je vais passer au cours. Et je fais un petit truc sur les ondes stationnaires. Hein, donc je les introduis, je vous montre en fait la forme d'une onde stationnaire, je vous dis ce que c'est. Monsieur, oui, je vous écoute. on verra pas du tout l'étude énergétique?
L'étude. énergétique. Alors, sur le TD, c'est ça, ce qu'il y avait à la suite? Ouais, c'est ça. Oui, donc ça aurait dû être supprimé, oui, parce que je pense que la personne qui vous a fait les TP avait a dû prendre un TD, ça avait été supprimé, oui, c'est compliqué, ça apporte ça a peu d'intérêt, c'est pour ça que je l'avais supprimé, ça prend du temps, c'est-à-dire que voilà, il y a encore une quarantaine de minutes de boulot, c'est très compliqué, ça a peu d'intérêt, donc je l'avais supprimé. Effectivement, c'est monsieur du coup Sorba qui a dû faire le poli. Il a dû prendre un poli qui n'était pas celui de TD en fait. Voilà, donc effectivement cette partie-là, voilà, je la traite pas. Finalement, elle n'apporterait pas grand-chose et puis elle fait perdre un petit peu de temps. Voilà. Donc on passe. Merci. Vous n'auriez pas dû l'avoir dans mon souhaité. Voilà, on passe à la suite. Alors, donc je vais sur le PowerPoint. Donc ça, a priori, je peux fermer. Hop, et j'ouvre. Voilà, alors, on va voir ce qu'est une onde stationnaire, en tout cas la forme de la fonction d'onde stationnaire. Une onde stationnaire, en fait, c'est une onde qui généralement résulte de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Vous voyez, ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qui se passe quand on arrive au bout de la corde. La corde, elle est fixée quelque part, il y a une onde incidente, arrivée au bout, généralement, il y a des petits phénomènes d'absorption qui font que peut-être une partie de l'énergie est dissipée et une bonne partie de l'onde est réfléchie. Donc, si vous avez un générateur, un sinusoïdal, vous avez en permanence une onde incidente et vous avez une onde réfléchie qui va revenir. Les deux, si elles se superposent dans de bonnes conditions, elles vont donner un régime d'onde stationnaire. Comme son nom l'indique, onde stationnaire, ça veut dire que c'est une onde qui ne va pas progresser, qui ne va pas bouger. C'est-à-dire que l'énergie ne va pas se déplacer comme pour une onde progressive. Voilà, on va voir qu'il y a des points dans le milieu qui vont rester complètement au repos et d'autres, au contraire, qui vont varier avec un maximum d'amplitude. Alors, sur une corde, c'est ce qui se passe sur une corde de guitare. Vous voyez, vous pincez une corde de guitare, vous avez un système d'onde stationnaire donc qui s'établit. Et donc, c'est ce système d'onde stationnaire qui fait que ça fait. Il y a un système que la pression autour de la corde, il y a une vibration effectivement dans l'air, et cette vibration dans l'air se transforme en une onde acoustique. Voilà. Alors, dans une corde de guitare, vous avez plusieurs, si vous voulez, fréquences de l'onde stationnaire qui se superposent simultanément. C'est-à-dire que vous avez le fondamental et ensuite vous avez les harmoniques, afin de rendre 2, 3, etc., qui se superposent. C'est les harmoniques qui donnent la particularité du son d'un instrument. Les harmoniques pour une même note ne sont pas les mêmes que vous ayez un violon, une guitare, ou si vous avez un piano. Alors que la fréquence du fondamental, bien sûr, pour une note donnée, reste la même. Alors, une onde stationnaire, elle n'est pas progressive. Donc, vous voyez, regardez ce que j'ai écrit, c'est qu'elle est fonction de x, et pas de x et de t simultanément, elle est fonction de x et multipliée par une fonction du temps. Vous voyez, donc là, votre fonction d'onde, alors que pour l'onde progressive, excusez-moi, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Voilà. Alors que pour l'onde progressive, vous voyez, on avait, je vous rappelle, une fonction psi de x et de t qui était fonction de t moins un retard de propagation. Le retard de propagation pour l'onde plane valait x sur v, ou x sur c. Voilà.
pour l'onde réfléchie, l'onde qui se propage dans le sens des x décroissants, on avait une fonction d'onde. Hein, ça, c'est l'onde, ici, onde progressive incidente, qui se propage dans le sens des x positifs. Et ici, onde progressive réfléchie, donc qui se propage dans le sens des x négatifs. Et dans ce cas-là, fonction de t plus x sur v. Vous voyez que tx sont liés. Hein, et voilà, si l'onde est sinusoïdale, donc on a un cosinus de oméga entre parenthèses t plus x sur v. Et dans l'onde stationnaire, en fait, la fonction de x et la fonction de t sont séparées. On a un psi de x de t qui vaut f de x plus g de t. Alors, comme cette onde stationnaire généralement résulte de la combinaison linéaire d'une onde réfléchie et d'une onde incidente, et que l'équation de D'Alembert est une équation différentielle linéaire, une combinaison linéaire de ces ondes-là est aussi solution de l'équation de D'Alembert, puisque la décodif est linéaire. Donc c'est donc que l'onde stationnaire va être solution de l'équation de D'Alembert. Donc je reprends mon psi de x qui vaut f de x fois g de t. Je passe tout ça dans l'équation de D'Alembert. Vous voyez, donc je me retrouve avec la dérivée de Laplacien scalaire, hein, si vous voulez, mais sauf que la propagation est suivant x, donc ça simplifie bien le Laplacien scalaire. Donc dérivée de psi par rapport seconde par rapport à la variable d'espace, moins 1 sur v carré. V, célérité, je préfère m'en noter petit c, parce que c'est la célérité de l'onde, multiplié par la dérivée de psi seconde par rapport au temps. Donc je fais ça, vous voyez, comme la fonction se décompose en deux, ben, la dérivée par rapport à la variable d'espace, c'est la dérivée seconde de la fonction x multipliée par g de t, et la dérivée de psi par rapport à la variable temps, bien sûr, on dérive uniquement la fonction g, donc dérivée seconde de la fonction g multipliée par f de x avec le coefficient moins 1 sur v carré devant. Donc tout ça est égal à 0. Donc si vous rassemblez tout ce qui est en g d'un côté de l'équation et ensuite ce qui est en x, donc vous avez à gauche g seconde, dérivée seconde sur gt, égale à v carré, dérivée seconde de f divisé par f de x. Alors, pour que les deux rapports, un qui dépend de t et l'autre qui dépend de x, soient égaux, il faut que les deux soient égaux à quelque chose qui ne dépend ni de x ni de t, donc c'est une constante. Vous voyez, il y a égalité. S'il y a égalité, c'est que ces deux rapports-là sont constants par rapport à t et par rapport à x, donc égal à une constante. Cette constante, on va la noter plus ou moins, on ne sait pas si elle est négative, on va la noter plus ou moins oméga 0 carré. Alors vous allez voir pourquoi oméga 0 carré, on va voir que cette constante-là, elle est forcément, si elle existe, elle est forcément homogène à une pulsation au carré. C'est ce qu'on va voir après. Donc on a deux équations. Alors, on va prendre le premier cas, le cas où la constante est négative, donc égale à moins oméga 0 carré. Donc on se retrouve avec deux équations différentielles. Une pour G, qui est une équation différentielle du second degré fonction du temps. Vous voyez que c'est l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, hein, puisqu'on a la dérivée seconde par rapport au temps, et on trouve ensuite la fonction elle-même, si vous voulez. On n'a pas de terme dissipatif, hein, le terme en G', on n'a pas la dérivée par rapport au temps. Donc, vous voyez, si je résous, ben, ça me donne simplement G de t égale A cos oméga 0 t plus phi, hein, oscillateur harmonique, on l'a déjà vu. Voilà, et pour la seconde, vous voyez, pour la seconde, on avait, donc si on revient en arrière, on a f seconde sur f égale donc moins oméga 0 carré divisé par v carré, divisé par la célérité. Et ça, c'est homogène, si vous vous souvenez bien, à un vecteur d'onde. D'accord, donc j'écris je pose que le oméga 0 sur v est égal à k0. Ce serait le vecteur d'onde des fonctions d'onde réfléchies incidentes qui vont se superposer pour donner le système d'onde stationnaire. Donc k0 égale oméga 0 sur v, donc je résous, j'ai ça à résoudre, toujours pareil.
fonction d'onde d'un oscillateur harmonique, sauf que la variable ici, c'est plus la variable t, mais c'est la variable x. Donc je résous, et je trouve f de x égale b cos k0x plus phi. Vous voyez, donc j'ai bien trouvé, pour que ça vérifie l'équation d'Alembert, j'ai bien une onde qui ne se propage pas, puisque f de x et g de t sont séparés. Et vous voyez que pour que ça puisse vérifier l'équation d'Alembert, il faut que la fonction f de x, ce soit une sinusoïde de k0x, et que la fonction g de t, ce soit une sinusoïde de oméga 0t. Donc oméga 0, ça va être la pulsation, vous voyez, de l'onde stationnaire, donc liée à la fréquence de l'onde stationnaire, et le K0 va être lié au nombre d'ondes ou au vecteur d'onde de l'onde incidente, c'est-à-dire de l'onde qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu cette onde réfléchie qui se superpose pour donner des ondes stationnaires. Voilà, donc on peut écrire du coup que le psi de x de t, donc la forme de l'onde stationnaire, donc A cos oméga 0t plus phi fois cos k0x plus phi. Hein, voilà la solution de l'équation de d'Alembert dans le cas où l'onde est stationnaire. Donc elle résulte, on le verra un peu plus tard, on n'y passe pas beaucoup de temps, c'est dommage sur les ondes stationnaires, mais elle résulte de la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Il n'y a plus de propagation. Alors, il y a des points particuliers, regardez. Si on regarde la variable d'espace, si cos k0x plus phi est toujours égal à 0, vous voyez que ces points-là ne bougeront pas, ne seront pas perturbés. Alors, quels sont les abscisses? C'est des points qui vont rester toujours égaux à 0. Donc, on a dit c'est lorsque le cosinus sera nul. Alors, le cosinus est nul si ce que vous avez à l'intérieur, ça vaut pi sur 2 plus npi. Donc, vous voyez, vous avez les abscisses k0x plus phi égale npi plus pi sur 2. Donc, les abscisses x, on peut aussi les écrire. Vous voyez, vous avez du n pi sur k0 plus pi sur 2 k0 et moins 1 sur k0 multiplié par phi. Donc vous avez la position des nœuds de vibration, c'est-à-dire des points qui ne vont pas bouger. Et entre deux nœuds, regardez si vous prenez, si vous faites x2 moins x1, vous prenez deux nœuds successifs. Vous voyez que vous allez vous retrouver avec du 2 fois pi sur k0 moins pi sur k0. Donc vous voyez que x2 moins x1 vaut pi sur k0. Et k, vous vous souvenez que k0 vaut 2pi sur lambda. Donc vous voyez que x2 moins x1 vaut lambda divisé par 2. C'est-à-dire que deux nœuds, vous voyez, sont séparés par une demi-longueur d'onde. Deux nœuds successifs sont séparés par une demi-longueur d'onde. Monsieur? Oui. Du coup, la relation donnée pas l'appliquer oméga 0. Alors, la relation, excusez-moi, je vous ai mal entendu parce que ça fait, vous avez la voix qui est un peu coupée. Si vous pouviez répéter. Moi, ça résonne un peu. Ouais. Du coup, la relation qu'on vient de donner pour K0 pour les nœuds de vibration, on ne peut pas l'appliquer pour oméga aussi? Pour oméga 0, pardon? Non, parce que le oméga 0, ça dépend du temps. Vous voyez, ça, c'est vraiment des points de l'espace de la corde qui vont être fixes. Vous voyez, donc c'est par rapport à la variable x. Par rapport à la variable t, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que, voilà, suivant il y a des points, bien sûr, avec la variable t qui vont être égaux à 0. Mais là, moi, je vous parle de points qui seront toujours égaux à 0, quel que soit t. Donc, c'est des points d'abscisse donnée de la corde, vous voyez. Donc, tous ces points-là qui auront l'abscisse x, donc voilà, égale à n pi sur k0 plus, etc., tous ces points-là, ils ne bougeront jamais, ils seront toujours fixes. Voilà. Alors que vous allez avoir des points, vous voyez,
qui sont juste qui vont se trouver entre deux nœuds, qui eux au contraire vont vibrer beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont passer de l'amplitude A à moins A. Vous voyez, en permanence, ils vont vibrer. Donc c'est des points, eux, pour lesquels le cosinus K0x plus phi sera toujours égal à 1 ou à moins 1. Donc c'est le cas lorsque, vous voyez, K0x plus phi est égal à NP. Dans ce cas-là, le cos de K0x plus phi est soit égal à 1, soit égal à moins 1. Et là, comme c'est modulé par le cos oméga 0t, les points, bien sûr, ils ne seront pas toujours à l'état haut. C'est-à-dire que le point que vous allez avoir ici, au cours du temps, si on fait plusieurs photos, il va redescendre, vous voyez, il va aller ici, il va revenir ici, puis il va remonter, il va faire comme ça. Vous voyez, donc il va passer de la valeur plus A à la valeur moins A. Donc ces points, on les obtient, vous voyez, pour les abscisses, donc x égale n pi. Donc on voit à nouveau qu'ils sont séparés, puisqu'on peut écrire que x égale n pi divisé par k0, moins phi sur k0. On voit qu'à nouveau, alors là vous aviez deux nœuds, ici, voilà, et deux ventres, x de v, c'est-à-dire des points qui ont beaucoup d'amplitude, x de v sont aussi séparés par lambda sur 2. Et comme un ventre se trouve forcément entre deux nœuds, on peut montrer qu'entre un nœud, puis le ventre juste après, avec ce qu'on vient d'établir, qu'entre un ventre et un nœud, vous avez un lambda sur 4. C'est-à-dire que si vous regardez, si je fais le x1, si je fais le x1 d'un ventre, moins la position du nœud qu'il y avait juste avant, je vais trouver lambda sur 4. D'accord ? Voilà, donc vous voyez que vous avez, lorsque on a une onde stationnaire, vous avez voilà, un système qui s'établit où il n'y a plus d'ondes progressives. Donc il y a des points qui sont toujours fixes, c'est ça, quel que soit t, quelles que soient les photos que vous allez faire. Alors si vous faites des photos, bien sûr, vous n'allez pas avoir le motif que vous voyez, la petite figure. Hein. Si vous faites des photos, vous allez avoir une sinusoïde avec des points fixes d'amplitude plus ou moins grande. Bien sûr, si on superpose toutes les sinusoïdes, on a la figure, mais si vous faites des photos successives, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous allez voir, vous faites une première photo, vous allez voir ça. Là, voilà, vous faites une première photo, vous allez voir ça. Vous en faites une seconde. Vous verrez peut-être ça. Voilà. Si vous en faites une troisième photo, vous allez voir ça, etc. Vous avez compris que voilà, ce qu'on voit, c'est pas, bien sûr, c'est pas exactement la figure. Vous voyez, si je fais une photo, je vois peut-être la sinusoïde en noir, je refais une photo, celle en rouge, puisque l'amplitude en noir était au maximum, elle redescend, elle devient négative, et on va terminer par le maximum. Si on fait une quatrième photo, on pourrait être sur la sinusoïde ensuite qui commence par le minimum. Voilà. Hein. D'accord, avec donc des points qui ne bougent pas, ce sont des nœuds, et des points entre les nœuds qui, au contraire, bougent avec une amplitude maximale. Mais ces points ne sont pas fixes, hein, comme ça peut, la figure peut prêter à confusion. C'est-à-dire que les points voilà, un point qui est sur un ventre, il est d'abord au maximum. Si je fais plusieurs photos, je vais le voir descendre, arriver complètement bas, revenir ensuite, repasser par le zéro et revenir en haut, etc. au cours du temps. Voilà. Voilà, j'ai terminé à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis un petit peu en avance. Je n'ai pas fait plus avec vos camarades, donc je ne vais pas faire plus avec vous. Et là, ça a été une séance quand même un peu dure. Je ne vous ai pas laissé trop travailler. Vous étiez devant l'écran, donc ce n'est pas facile. Donc, je vais arrêter là. Voilà, je vous laisse me poser des questions si vous avez des choses qui n'ont pas été forcément bien comprises. Voilà. Alors, vous pouvez, comme c'est terminé, vous pouvez éteindre l'enregistrement. Ça fera une vidéo un peu moins lourde. Pour le coup, je vous mettrai ça tout à l'heure sur
dès que je peux, là, je vous mets ça sur YouTube.